Mon père avait besoin d'un rein, et j'étais le seul donneur compatible. Ma sœur leva les yeux au ciel, fais-le, c'est la seule chose importante que tu feras jamais. Mais le matin de l'opération, j'ai fait mes bagages et je suis parti. Les appels paniqués de ma famille sont tombés sur la messagerie vocale, mais il son vrai impédu la tête quand le chef chirurgien a lu la note que je lui avais laissée. Elle va enfin faire quelque chose d'utile, ces mots m'ont giflé en plein visage. Je me suis figé dans le couloir, ma main agrippant l'encadrement de la porte de la salle à manger, où ma famille était assise autour de la table, picorant le rôti trop cuit de maman. Ma sœur Manon était sur son téléphone, comme d'habitude, parlant probablement à l'un de ses abonnés de notre voyage familial inspirant. Je m'appelle Liliane Duval et j'ai été invisible dans cette maison pendant 28 ans, mais apparemment, maintenant que mon père a besoin d'un rein et que je suis la seule compatible, je vaux soudain la peine qu'on me remarque. Lily, viens ici, a appelé maman, sa voix sèche, avec cette pointe d'impatience familière. Nous devons discuter du calendrier de l'opération. Je suis entré dans la pièce et je me suis assise à ma place habituelle, la chaise à la patte branlante que personne n'avait jamais pris la peine de réparer. Papa n'a pas levé les yeux de son assiette. Il ne le faisait jamais. Même maintenant, avec sa peau de la couleur d'un vieux journal et ses mains tremblantes à cause de la dialyse, il ne pouvait pas prendre la peine de me reconnaître. Donc le docteur dit que nous pouvons planifier pour le mois prochain, a continué maman, coupant sa viande avec une précision agressive. Ça nous donne le temps de tout mettre en ordre. Mettre quoi en ordre, ai-je demandé, mais Manon a enfin levé les yeux de son téléphone. Oh mon Dieu, Lily, ne sois pas dramatique. Ce n'est qu'une opération. Les gens donnent des reins tout le temps. Facile à dire pour toi, tu n'es pas celle qui va passer sur le billard. Mais tu es la compatible parfaite, a dit maman, comme si cela réglait tout. Le docteur Dubois a dit que ta compatibilité tissulaire est excellente. C'est fait pour être. Fait pour être, n'est-ce pas? Comme si ma maladie auto-immune était faite pour être aussi. Comme si le fait qu'une intervention chirurgicale majeure puisse déclencher une poussée qui pourrait me laisser alité pendant des mois n'était qu'un inconvénient mineur. Et les risques, lui ai-je demandé. Le docteur Dubois a mentionné qu'avec mon état. Oh, ça, c'est juste du jargon de médecin, a dit maman en agitant la main d'un geste désinvolte. Ils doivent te raconter toutes les choses effrayantes pour des raisons légales. Tu iras bien. Manon a levé son téléphone. En fait, c'est le timing parfait. Je fais une série sur le sacrifice familial et les parcours médicaux. Mon engagement a explosé depuis que j'ai commencé à poster sur la maladie rénale de papa. Tu ne vas pas poster sur mon opération, ai-je dit fermement. Pourquoi pas? C'est inspirant. Une fille qui sauve la vie de son père. Mes abonnés dévorent ce genre de choses. Parce que c'est mon corps, Manon. Mes informations médicales. Elle a levé les yeux au ciel. Mon Dieu, tu es tellement égoïste. Ça pourrait vraiment aider ma marque. Sais-tu combien de gens tueraient pour ce genre de contenu authentique? Contenu authentique. C'est ce qu'était ma souffrance potentielle pour elle, du contenu. Papa a enfin parlé. Quand est-ce qu'on planifie ça? Pas, comment te sens-tu, Liliane, ou, as-tu peur? Juste, quand, comme si j'étais une pièce de rechange commandée en ligne. Je n'ai encore rien accepté, ai-je dit. La pièce est devenue silencieuse. La fourchette de maman a teinté contre son assiette. Qu'est-ce que tu veux dire par tu n'as pas accepté? La voix de maman était dangereusement calme. Je veux dire que j'ai besoin de temps pour y réfléchir. Pour comprendre tous les risques. Pour parler à mes propres médecins. Tes propres médecins. Manon a ri. Lily, tu es ridicule. Papa pourrait mourir sans cette greffe. Et je pourrais avoir de sérieuses complications. Mon rhumatologue a dit. Ton rhumatologue ne sait pas tout, a rétorqué maman. Le docteur Dubois est l'un des meilleurs chirurgiens de transplantation de la région. S'il dit que tu iras bien, tu iras bien. J'ai regardé autour de la table, les visages. La bouche de maman était serrée dans cette fine ligne qui signifiait qu'elle allait perdre son sang-froid. Manon tapait déjà sur son téléphone, rédigeant probablement un post sur les membres ingrats de la famille. Et papa. Papa fixait son assiette comme si cette conversation se déroulait avec quelqu'un d'autre. J'ai juste besoin d'un peu de temps, ai-je dit doucement. Du temps? La voix de maman s'est élevée. Ton père n'a pas le temps, Liliane. Chaque jour que nous attendons, il devient plus malade.
Comment peux-tu être si égoïste? Égoïste. Le mot que j'avais entendu toute ma vie. Égoïste de vouloir aller à l'université hors de la région. Égoïste de ne pas visiter assez souvent. Égoïste d'avoir une maladie chronique qui nécessitait de l'attention et des frais médicaux. Égoïste d'exister, en gros. Je me suis levé de table. Je vais me coucher. Nous n'avons pas fini de parler de ça, a appelé maman après moi, mais je m'éloignais déjà, mon cœur battant dans ma poitrine alors que je montais les escaliers. J'ai entendu la voix de Manon s'élever de la salle à manger, ne t'inquiète pas, maman. Elle changera d'avis. Elle le fait toujours. Ils pourraient survivre sans moi s'ils essayaient, pour une fois. Le rendez-vous avec le docteur Dubois était prévu pour mardi matin. Maman a insisté pour conduire, ce qui signifiait 40 minutes de sermon sur le devoir familial pendant que la radio ronronnait en fond sonore. Ton père t'a élevé, a-t-elle dit pour la 3e fois alors que nous nous garions dans le parking de l'hôpital. T'a nourri, t'a vêtu, t'a donné un toit. C'est comme ça que tu le lui rends. En risquant ma vie? Ne sois pas si dramatique, Liliane. C'est une chirurgie ambulatoire. J'avais envie de crier. Ambulatoire ne signifiait pas sans risque, surtout pas pour quelqu'un atteint d'une maladie auto-immune. Mais expliquer ça à maman, c'était comme essayer d'enseigner le calcul à un mur de briques. La salle d'attente était bondée. Maman a immédiatement commencé à bavarder avec une autre femme à propos de sa courageuse fille qui donnait un rein. Je me suis enfoncé dans ma chaise et j'ai essayé de disparaître. Liliane Duval. Une infirmière a appelé mon nom. Le bureau du docteur Dubois était rempli de diplômes et de photos de famille. Il était plus jeune que ce que j'attendais, avec des yeux gentils derrière des lunettes cerclées de fils de fer. Le genre de médecin qui écoutait vraiment quand on parlait. Alors, Liliane, comment vous sentez-vous à propos de l'intervention, a-t-il demandé en s'installant derrière son bureau. Avant que je ne puisse répondre, maman s'est interposée. Elle est prête. Il suffit de planifier ça. Les yeux du docteur Dubois sont restés fixés sur moi. J'ai quelques inquiétudes, ai-je dit. À propos de ma condition auto-immune. Mon rhumatologue a mentionné qu'une intervention chirurgicale majeure pourrait déclencher une poussée. C'est une préoccupation valable, a-t-il dit, prenant une note. En avez-vous discuté avec le docteur Leclerc? Qui est le docteur Leclerc? A demandé maman. Mon rhumatologue. Et oui, j'en ai discuté. Elle est inquiète à propos du docteur Dubois, a interrompu maman. Vous avez sûrement déjà traité des patients ayant des problèmes de santé mineurs auparavant. La condition de Liliane est très gérable. Problème de santé mineur. J'avais été hospitalisé 2 fois l'année dernière pendant des poussées, mais bien sûr, mineures. Le docteur Dubois semblait mal à l'aise. Madame Duval, j'ai besoin d'entendre Liliane directement à propos de ses antécédents médicaux et de ses préoccupations. Bien sûr, a dit maman, mais elle n'a pas cessé de parler. C'est juste que le temps est si critique ici. Jacques s'affaiblit chaque jour. On ne peut pas se permettre de trop réfléchir. En fait, a dit prudemment le docteur Dubois, il y a d'autres options que nous devrions discuter. Des programmes d'échange de reins à parier, par exemple. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. C'est quand des pères donneurs-receveurs incompatibles échangent leurs reins. Donc, si vous ne pouvez pas faire de don à votre père pour des raisons médicales, vous pourriez faire un don à quelqu'un d'autre, et le donneur prévu de cette personne donnerait à votre père. Le visage de maman est devenu blanc. Mais Liliane est compatible. Vous l'avez dit vous-même. La compatibilité ne concerne pas seulement le groupe sanguin et la correspondance tissulaire, a expliqué le docteur Dubois. Nous devons considérer la santé globale du donneur et les risques chirurgicaux. Quel type de risque, ai-je demandé. Le docteur Dubois a sorti un dépliant. Pour quelqu'un avec votre condition auto-immune, il y a un risque accru d'infection, de guérison retardée et de potentiel de déclenchement d'une poussée sévère qui pourrait affecter la fonction de votre rein restant. La pièce est devenue silencieuse. Maman fixait le dépliant comme s'il l'avait personnellement offensé. À quel point est-il accru, ai-je insisté. Significativement plus élevé que pour la population générale. Je voudrais que vous obteniez l'accord de votre rhumatologue et d'un immunologue avant de procéder. C'est ridicule, a dit maman. Vous lui faites peur inutilement. Madame Duval, le consentement éclairé implique de comprendre tous les risques. Mais c'est la seule compatible dans la famille. Manon n'était pas compatible et je suis trop âgé.
C'est pourquoi j'ai mentionné le programme d'échange à parier, a dit patiemment le docteur Dubois. Cela pourrait être une option plus sûre pour toutes les personnes impliquées. Maman s'est levée brusquement. Nous devons en discuter en famille. Viens, Liliane. Dans la voiture, maman est restée silencieuse jusqu'à ce que nous atteignions l'autoroute. Puis elle a explosé. Je n'arrive pas à croire que ce médecin essaie de t'en dissuader. Ton père est en train de mourir, Liliane. De mourir. Et tu t'inquiètes de risques théoriques. Ils ne sont pas théoriques s'il m'arrive. Tu es encore égoïste. Mon téléphone a vibré. Un message de ma meilleure amie Camille. Comment s'est passé le rendez-vous? Un autre vibrement. Celui-ci d'Antoine, l'avocat de la famille, ami de papa depuis le collège. Ta mère m'a appelé, dit que tu as des doutes. Envie de parler? À qui textes-tu? A demandé maman. Camille. Ne va pas lui mettre des idées absurdes en tête à ce sujet. Elle ne comprend pas les obligations familiales. Quand nous sommes rentrés, Manon était dans la cuisine, se filmant en train de faire un smoothie. Elle avait installé sa lumière annulaire et tout le reste. Salut tout le monde, a-t-elle dit à sa caméra. Alors aujourd'hui, ma sœur a eu sa consultation préopératoire et je me sens tellement émotive à propos de ce chemin que nous parcourons tous ensemble. Éteins ça, ai-je dit. Quoi? Je ne fais que partager notre histoire. Ce n'est pas ton histoire à partager. Elle a baissé son téléphone. Mon Dieu, quel est ton problème? Tu es bizarre avec tout ça. Mon problème est que tu traites la maladie rénale de papa comme du contenu pour ton Instagram. Je sensibilise les gens aux dons d'organes. Sais-tu combien de vies je pourrais sauver en partageant notre expérience? Et ma vie? Et si quelque chose se passe mal pendant l'opération? Manon a levé les yeux au ciel. Rien ne va mal se passer. Tu es paranoïaque. Cette nuit-là, je me suis assise dans ma chambre, faisant des recherches sur les échanges de reins à parier. Plus je lisais, plus cela avait du sens. Il y avait des gens partout dans le pays, dans des situations similaires, des donneurs volontaires qui ne pouvaient pas donner à leur receveur prévu pour des raisons médicales. Mon téléphone a sonné. Antoine. Salut, gamine. Ta mère a dit que tu avais des doutes. J'ai des inquiétudes concernant les risques médicaux. C'est intelligent. Tu devrais poser des questions. Vraiment? Bien sûr. C'est une opération majeure, Lily. Tu as tout à fait le droit de comprendre ce dans quoi tu t'embarques. Pour la première fois depuis des semaines, quelqu'un me traitait comme une personne au lieu d'un organe ambulant. Antoine, puis-je te demander quelque chose? Légalement, je veux dire. Vas-y. Dois-je faire le don? Légalement? Il y a eu une pause. Non, ma chérie. Tu n'as absolument pas à faire de don. Personne ne peut te forcer à subir une intervention chirurgicale. J'ai fermé les yeux et j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. D'accord. Merci. Lily, quoi que tu décides, assure-toi que c'est ce que tu veux, pas ce que quelqu'un d'autre veut. Après avoir raccroché, j'ai fixé l'écran de mon ordinateur portable. Le site web du programme d'échange à parier était toujours ouvert. Il y avait un formulaire de contact en bas de la page. J'ai commencé à taper. La coordinatrice de l'échange à parier m'a rappelé dans les 2 jours. Elle s'appelait Sophie et elle avait le genre de voix calme et professionnelle qui vous donnait l'impression que tout pourrait réellement fonctionner. Alors, vous êtes intéressé par notre programme, a-t-elle demandé. J'étais caché dans ma voiture pendant ma pause déjeuner, garé derrière le cabinet d'avocat où je travaillais. Oui. Mais j'ai besoin de comprendre exactement comment ça marche. Eh bien, c'est assez simple. Nous faisons correspondre des paires incompatibles. Vous faites un don au receveur de quelqu'un d'autre, et leur donneur donnerait à votre père. Et ma famille ne saurait pas que c'est moi qui ai arrangé ça? Sophie a fait une pause. C'est inhabituel. Normalement, les familles coordonnent ces choses ensemble. Ma situation est compliquée. Je vois. Eh bien, oui, nous pouvons l'organiser pour que le don semble passer par notre processus de mise en relation standard. Mais, Liliane, je dois vous demander, subissez-vous des pressions pour faire un don? La question est restée en suspens. Subissais-je des pressions, ou s'agissait-il simplement d'attentes familiales normales? C'est compliqué, ai-je répété. D'accord.
Pourquoi ne venez-vous pas la semaine prochaine? Nous pouvons discuter de vos options en personne. Ce soir-là, Manon m'a coincé dans la cuisine pendant que je préparais le dîner. Alors, j'ai réfléchi au contenu de l'opération, a-t-elle dit en s'appuyant contre le comptoir. Je veux tout documenter, la préparation, le jour même, ta convalescence. Mes abonnés sont tellement investis dans cette histoire. Pas de filmage, ai-je dit. Allez, Lily. Ça pourrait être énorme pour nous deux. Je pourrais te faire toucher une part de l'argent des sponsors. Je ne veux pas d'argent de sponsor pour mon opération. Elle a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler. Regarde ses commentaires sur mon dernier post. Ta sœur est si courageuse, quelle inspiration, objectifs familiaux. Les gens se connectent vraiment avec ça. J'ai lu par-dessus son épaule. Le post était une photo de papa, frêle dans son lit d'hôpital, avec la légende, le parcours rénal de mon père continue. Je prie pour que ma sœur trouve le courage de se manifester. La famille avant tout. Tu as posté une photo de papa à l'hôpital sans lui demander. Il dormait. Et ça sensibilise les gens. Supprime-la. Quoi? Non, ça a plus de 3000 likes. Manon, supprime le post. Tu es ridicule. Ce n'est même pas à propos de toi. Mais c'était à propos de moi. Les commentaires étaient pleins de gens louant mon sacrifice à venir et me qualifiant de héroïne. Certains demandaient même quand l'opération était prévue pour pouvoir suivre le parcours. Si tu ne la supprimes pas, je la signalerai à Instagram pour avoir posté des informations médicales sans consentement. Ses yeux se sont rétrécis. Tu n'oserais pas. Elle m'a regardé longuement, puis a commencé à taper furieusement sur son téléphone. D'accord. Mais tu es vraiment une connasse à ce sujet. Le lendemain matin, maman m'a tendu une embuscade au petit déjeuner. J'ai programmé ton rendez-vous préopératoire pour vendredi, a-t-elle annoncé en faisant glisser une feuille de papier sur la table. Le docteur Dubois veut faire des analyses sanguines supplémentaires. Je n'ai pas encore accepté l'opération. Liliane, arrête ces bêtises. L'état de ton père se détériore. Alors peut-être que nous devrions nous pencher sur ce programme d'échange à parier que le docteur Dubois a mentionné. La tasse de café de maman a heurté la table avec un bruit sec. Pourquoi ferions-nous ça quand tu es une compatible parfaite? Parce que ça pourrait être plus sûr pour moi. Plus sûr? Elle a ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Tu sais ce qui n'est pas sûr? Laisser ton père mourir parce que tu as trop peur de l'aider. Ce n'est pas juste. Juste? La voix de maman s'est élevée. Tu veux parler de justice? La justice, c'est que j'ai passé 30 ans à prendre soin de cette famille. La justice, c'est que ton père a fait 2 boulots pour payer tes études. La justice, c'est que quand quelqu'un dans cette famille a besoin d'aide, on l'aide. Même si ça me tue? Ne sois pas si dramatique. Tu ne vas pas mourir. Mais je pouvais le voir dans ses yeux. Même si je mourais, elle trouverait un moyen de faire en sorte que ce soit ma faute. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Sophie à l'hôpital. C'était une petite femme aux cheveux gris et aux yeux gentils, le genre de personne qui avait probablement entendu toutes les histoires d'horreur familiale possibles. Parlez-moi de votre situation, a-t-elle dit en s'installant dans sa chaise. Mon père a besoin d'un rein. Je suis la seule compatible dans la famille. Mais j'ai une maladie auto-immune qui rend l'opération risquée. Et la réaction de votre famille à ces risques? J'ai fixé mes mains. Ils pensent que je suis égoïste. Sophie a hoché lentement la tête. Comment vous sentez-vous à propos du don? Terrifié. Pas seulement par l'opération, mais par ce qui se passe si quelque chose tourne mal. Si j'ai des complications. Si je ne peux pas travailler. Si j'ai moi-même besoin de soins. Ils m'en voudront. C'est lourd à porter. J'aime mon père, ai-je dit rapidement. Je veux qu'il vive. Mais je veux aussi vivre. Bien sûr que oui. Ce n'est pas égoïste, Liliane. C'est humain. Nous avons passé 1 heure à passer en revue le processus d'échange à parier. Sophie a expliqué qu'ils avaient plusieurs correspondances potentielles pour papa et que mon rein pourrait aider le père, la mère, l'enfant de quelqu'un d'autre. Il y a une dernière chose, ai-je dit alors que nous terminions. Si je fais ça, je ne veux pas que ma famille sache que je l'ai arrangé. Je veux qu'ils pensent que c'est arrivé par le système normal. C'est possible, mais, Liliane,
avez-vous considéré que cela pourrait ne pas résoudre le problème sous-jacent avec votre famille? Que voulez-vous dire? Eh bien, ils s'attendront toujours à ce que vous soyez disponible pour la prochaine crise. La prochaine fois que quelqu'un aura besoin de quelque chose. J'ai pensé à ça en rentrant chez moi. Elle avait raison, bien sûr. Mais peut-être que c'était un problème pour le mois futur à résoudre. Cette nuit-là, je me suis assise devant mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Pas un email à Sophie, mais autre chose. Quelque chose auquel je pensais depuis des jours. Une lettre à ma famille, expliquant tout ce que je n'avais jamais pu dire à voix haute. J'ai écrit pendant 2 heures, supprimant et réécrivant, essayant de trouver les mots pour 28 ans de sentiment d'invisibilité. Quand j'ai terminé, je l'ai imprimé et scellé dans une enveloppe. Puis j'ai appelé Sophie. Je veux faire l'échange à parier, ai-je dit. Et je veux vous donner cette lettre à lire à ma famille le moment venu. Vous êtes sûre de ça, Liliane? J'ai regardé autour de ma chambre d'enfance, les trophées de participation et les certificats d'honneur que personne n'avait jamais célébrés, les factures médicales empilées sur mon bureau que je payais moi-même depuis mes 18 ans en euros. Je suis sûr. Le matin de l'opération prévue, je me suis réveillé à 5 heures au bruit de maman s'agitant dans la cuisine. Elle préparait le dernier repas de papa avant l'opération, des œufs brouillés et du pain grillé, comme s'il allait à la chaise électrique au lieu de recevoir une greffe vitale. J'ai fait ma valise tranquillement, pliant des vêtements que j'avais achetés spécifiquement pour ce moment, une semaine de tenue pour une nouvelle vie. Ma main tremblait en la zippant et en la glissant sous mon lit. Lily. Petit déjeuner, a appelé maman d'en bas. Toute la famille était réunie autour de la table de la cuisine. Papa était assis là, pâle et résigné, picorant ses œufs. Manon avait son téléphone posé contre le pichet de jus d'orange, se filmant en train de manger du porridge. Bonjour, belles âmes, a-t-elle dit à sa caméra. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Dans quelques heures, mon incroyable sœur donnera à notre père le cadeau de la vie. Je me suis assise et je me suis servi du café. Mon téléphone a vibré. Un message de Camille. Prête? J'ai tapé en retour, aussi prête que je le serai jamais. Rappelle-toi, je te récupère à 7h30. Ton Uber pour l'aéroport est à 8h15. Lily, tu ne manges pas, a observé maman, regardant mon pain grillé intact. Je ne suis pas censé manger avant l'opération, n'est-ce pas? Bien sûr. Elle s'est retournée pour s'occuper de papa. Jacques, tu dois manger quelque chose. Tu auras besoin de force. Je n'ai pas faim, a marmonné papa. Eh bien, tu dois essayer. Le docteur Dubois a dit. Zara, s'il te plaît. La voix de papa était plus sèche que d'habitude. Je sais ce que le docteur a dit. Un silence gênant s'est installé autour de la table. Manon continuait de filmer, aimant probablement la tension familiale brute pour son contenu. Alors, après l'opération, a continué maman. J'ai pensé que nous pourrions tous dîner ensemble. Célébrer. Je serai probablement assez mal en point, ai-je dit. Oh, tu iras bien. C'est une chirurgie laparoscopique. Tu seras debout et marcheras en un rien de temps. Bien sûr. Parce qu'elle était une experte médicale maintenant. Mon téléphone a de nouveau vibré. Camille. Je suis dehors. Je me suis levé. J'ai besoin d'aller chercher quelque chose dans ma voiture. Quoi? A demandé maman. Est-ce quelque chose que j'ai oublié? Je suis sorti, où Camille m'attendait dans sa Honda, moteur tournant. Elle a baissé la vitre. Tu es sûr de ça? A-t-elle demandé. Je suis sûr. Ta famille va devenir folle. Bien. Peut-être qu'ils comprendront enfin ce que ça fait d'être abandonné. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai pris mon sac à main sur le comptoir. Maman rangeait le lave-vaisselle. Papa avait disparu et Manon se filmait toujours. D'accord, nous devrions bientôt partir pour l'hôpital, a dit maman. Il pourrait y avoir de la circulation. En fait, j'ai une course à faire d'abord. Une course, Liliane? Nous n'avons pas le temps pour les courses. Ça ne prendra que quelques minutes. Quel genre de course? Je l'ai regardé, vraiment regardé. La femme qui avait passé toute ma vie à me traiter comme un inconvénient, sauf quand elle avait besoin de quelque chose de moi. Je dois aller chercher ma prescription, ai-je menti? Quelle prescription? Celle que le docteur Dubois m'a prescrite pour après l'opération.
Elle a froncé les sourcils. Je croyais qu'il te la donnait à l'hôpital. C'est une différente. Pour ma condition auto-immune. D'accord. Mais fais vite. Nous devons y être pour 9 heures. Je suis monté à l'étage pour prendre ma valise, mon cœur battant si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Quand je suis redescendu, je l'ai posée près de la porte d'entrée. « Pourquoi as-tu une valise ?» a demandé Manon, levant enfin les yeux de son téléphone. « Fourniture de convalescence. Vêtements, livres, ce genre de choses. Tu ne restes pas à l'hôpital la nuit ? Je sais. Mais j'aurais peut-être besoin de rester quelque part au calme pendant quelques jours pendant ma convalescence. » Maman est apparue dans l'encadrement de la porte. « Rester où ? Peut-être chez Camille. Tu sais comme c'est bruyant ici. » Bruyant ? La voix de maman a monté d'une octave. Cette maison n'est pas bruyante. Avec Manon qui filme tout le temps et tout le monde qui va et vient. Je ne filme pas tout le temps, a protesté Manon. Tu as littéralement filmé le petit déjeuner ce matin. C'était différent. C'était documenter un moment familial historique. J'ai pris ma valise et mon sac à main. Je reviens dans quelques minutes. Liliane. La voix de maman m'a arrêté à la porte. Tu agis bizarrement. Je vais subir une intervention chirurgicale majeure. Je pense que j'ai le droit d'agir un peu bizarrement. Mais tu reviens, n'est-ce pas ? Nous allons tous à l'hôpital ensemble. J'ai regardé son visage, les rides d'inquiétude autour de ses yeux. Pendant une fraction de seconde, j'ai presque ressenti de la culpabilité. Presque. Bien sûr que je reviens. Le mensonge avait un goût amer dans ma bouche. Je suis sorti vers la voiture de Camille et j'ai jeté ma valise sur la banquette arrière. Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir maman faire la vaisselle et Manon se filmer toujours. Papa n'était nulle part. Roule, ai-je dit. Camille a démarré. Pas de doute ? Aucun. Et ton père ? Qu'est-ce qu'il y a avec lui ? Il aura son rein. Juste pas de moi. Nous avons roulé en silence pendant quelques minutes, puis Camille a demandé, « Qu'est-ce que tu penses qu'ils feront quand ils réaliseront que tu es parti ?» Paniquer. Me blâmer. Probablement appeler la police. Et ensuite ? Ensuite, ils découvriront l'échange à parier et ils liront ma lettre. Que as-tu dit dans la lettre ? J'ai fixé la fenêtre, regardant les rues de banlieue où j'avais grandi. Tout ce que j'aurais dû dire il y a des années. À l'aéroport, Camille m'a serré fort dans ses bras. Texte-moi quand tu atterris. Je le ferai. Et Lily, tu fais ce qu'il faut. J'espère. Je suis entré dans le terminal et je n'ai pas regardé en arrière. Mon téléphone vibrait constamment maintenant, probablement maman se demandant où j'étais. Je l'ai éteint et je l'ai jeté dans une poubelle près du point de contrôle de sécurité. Laisse-les se demander. Alors que mon avion roulait sur la piste, j'ai imaginé la scène à l'hôpital. Le docteur Dubois entrant dans la salle d'attente avec ma lettre. Le visage de maman quand elle a réalisé que je ne revenais pas. Les abonnés de Manon regardant son récit familial parfait s'effondrer en temps réel. L'avion a décollé et j'ai regardé ma vieille vie rétrécir en contrebas. Pour la première fois en 28 ans, j'étais libre. J'ai appris ce qui s'était passé à l'hôpital grâce à une série de messages textes de plus en plus frénétiques que Camille a transférés sur mon nouveau téléphone. Elle était restée en contact avec Antoine, qui, apparemment, gérait les appels de ma famille comme s'il tenait une permanence téléphonique de crise. Le premier message est arrivé à 9h47. Où est-elle ? Maman. Puis, Liliane ne répond pas à son téléphone. L'opération était censée commencer il y a 1 heure. Antoine. À midi, les messages avaient escaladé. Elle n'est pas à son appartement. Sa voiture est dans l'allée mais elle est partie. Manon. Mais celui qui m'a donné mal au ventre est arrivé à 14h15. Le docteur veut nous voir. Il a une enveloppe. Antoine. Camille m'a appelé depuis la chambre d'hôtel que j'avais louée à 3 régions plus loin. Lily ? Antoine vient de me texter. Ils sont tous dans le bureau du docteur Dubois en ce moment. Je me suis assise au bord du lit, fixant l'art générique de l'hôtel sur le mur. Est-ce qu'il lit la lettre ? Je crois que oui. Antoine ne répond plus à mes messages. J'avais passé 3 jours à écrire cette lettre, déversant 28 ans de silence sur 4 pages. Chaque renvoi,
Chaque fois qu'il m'avait traité comme un meuble, chaque facture médicale que j'avais payée seul en euros pendant qu'ils se plaignaient de leurs propres problèmes. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Bonjour? Liliane? C'était la voix d'Antoine, mais il semblait épuisé. Mon Dieu, où es-tu? Je suis en sécurité. Ta famille est en train de devenir folle. Ta mère est, eh bien, elle ne gère pas ça très bien. Qu'est-ce que le docteur Dubois leur a dit? Il a lu ta lettre. Toute. J'ai fermé les yeux. Et ta mère s'est évanouie. Manon a commencé à crier sur le docteur, comme si c'était de sa faute. Ton père. Ton père est juste resté assis là. Et l'échange a parié? Le docteur Dubois a expliqué que tu avais arrangé un rein via le programme. Que ton père aurait toujours sa greffe, juste pas de toi. Quand? La semaine prochaine. Si la famille accepte les conditions. Les conditions. J'avais presque oublié celle-ci. Ils doivent accepter une thérapie familiale, a continué Antoine. Des séances obligatoires avec un thérapeute de l'hôpital avant et après l'opération. Le docteur Dubois a dit que c'est la politique de l'hôpital quand il y a des dynamiques familiales qui pourraient affecter les soins aux patients. Ce n'était pas la politique de l'hôpital. C'était moi. Je me doutais bien, Lily. Mais qu'est-ce que tu as bien pu écrire dans cette lettre? Je me suis approché de la fenêtre de l'hôtel et j'ai regardé une ville où personne ne connaissait mon nom. La vérité. Eh bien, ta vérité vient de faire exploser ta famille. Manon poste sans arrêt sur la façon dont tu les as abandonnés. Les commentaires ne sont pas beaux à voir. Quel genre de commentaires? Les gens te traitent d'égoïste, de sans cœur. Mais aussi. Il a fait une pause. Aussi beaucoup de gens te défendent. Ils disent que ta famille a l'air toxique. Manon perd des abonnés. Bien. Laisse-la sentir ce que ça fait d'être abandonnée, pour une fois. Antoine, puis-je te demander quelque chose? Toujours. Pendant toutes ces années où tu as connu ma famille, as-tu déjà remarqué comment ils me traitaient? Il y a eu un long silence. Oui, gamine. J'ai remarqué. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? J'aurais dû. Je suis désolé. Ce soir-là, Camille m'a envoyé des captures d'écran des stories Instagram de Manon. Les premières étaient du drame typique de Manon, des selfies en pleurs avec des légendes comme « Quand la famille vous trahit » et « Priez pour mon père ». Mais ensuite, les commentaires ont commencé à changer de ton. Quelqu'un avait posté « Votre sœur était censée risquer sa vie et vous êtes en colère qu'elle ait choisi elle-même ?» Aïe. Un autre, peut-être demandez-vous pourquoi elle a senti qu'elle devait disparaître au lieu de juste dire non. Et puis, j'ai suivi votre parcours familial et honnêtement, votre sœur semble avoir été la thérapeute non rémunérée et le distributeur automatique de billets de votre famille pendant des années. Manon a tenté de contrôler le récit avec un long post sur la loyauté et le sacrifice familial, mais cela s'est retourné contre elle de manière spectaculaire. Les gens ont commencé à décortiquer ses posts précédents, soulignant comment elle avait traité mon opération potentielle comme du contenu, comment elle n'avait jamais mentionné mes problèmes de santé ou mes peurs. Le lendemain matin, Antoine a rappelé. Ta famille a eu sa première séance de thérapie hier. Comment ça s'est passé? Environ aussi bien que tu pouvais l'attendre. Le thérapeute leur a demandé de décrire leur relation avec toi. Ta mère a passé 20 minutes à raconter à quel point tu avais toujours été difficile. Bien sûr qu'elle l'a fait. Mais ensuite, le thérapeute a demandé des exemples spécifiques. Et quand ta mère n'a pu en donner aucun qui ne la fasse pas paraître horrible, Manon s'est interposée. Oh non, elle a commencé à parler de la façon dont tu n'avais jamais soutenu sa carrière, de la façon dont tu étais jalouse de son succès. Le thérapeute a demandé quel genre de soutien elle m'avait apporté pour mes problèmes de santé. Et Manon a dit, et je cite, c'est différent. Sa maladie n'est pas si grave. J'ai ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Devant un professionnel de la santé. Ça va mieux. Le thérapeute a ensuite demandé à ton père de décrire un souvenir positif qu'il avait de toi. Il n'a pas pu en trouver un, Lily. Pas un. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Je le savais, bien sûr, mais l'entendre confirmer était différent. Le thérapeute leur a dit que la greffe était suspendue en attendant une évaluation plus approfondie. Quel genre d'évaluation? Évaluation psychologique des dynamiques familiales. Apparemment,
il y a des inquiétudes quant à savoir si ton père aurait un soutien émotionnel adéquat pendant la convalescence. J'ai presque eu pitié d'eux. Presque. Antoine, il y a autre chose que je dois te dire. Quoi? Je ne reviens jamais. Lily? Je suis sérieuse. J'en ai fini. Ils peuvent avoir leur rein. Ils peuvent avoir leur thérapie. Mais ils ne peuvent pas m'avoir. Et ton boulot? Ton appartement? J'ai déjà donné ma démission. Camille fait mes bagages. Où iras-tu? J'ai regardé la ville s'étendre sous la fenêtre de mon hôtel. Quelque part là-bas se trouvait une nouvelle vie qui m'attendait. Quelque part où il ne penserait jamais à chercher. 3 semaines après ma disparition, Manon a posté une vidéo d'excuses en pleurs. Camille m'a envoyé le lien avec un message, « Il faut que tu vois ce désastre ». J'étais assise dans un café à Lyon, Rhône-Alpes, utilisant le Wi-Fi gratuit et essayant de décider si je devais teindre mes cheveux. Le barista flirtait avec moi toute la semaine et je commençais à penser que je pourrais peut-être avoir une vie normale ici. Puis j'ai cliqué sur la vidéo de Manon. « Salut tout le monde », a-t-elle dit, le visage marbré et sans maquillage. J'ai besoin d'aborder certaines choses qui ont été dites sur ma famille et ma sœur. Les commentaires étaient déjà brutaux. Trop peu, trop tard. Où était cette énergie quand ta sœur avait besoin de soutien? Ton nombre d'abonnés dit tout. Elle avait perdu plus de la moitié de ses abonnés en 3 semaines. Ses contrats de sponsoring s'étaient taris après que les gens aient commencé à la critiquer pour exploiter un traumatisme familial. Je réalise maintenant que j'ai peut-être mal représenté certaines choses concernant notre situation, a-t-elle continué. Ma sœur faisait face à de sérieuses préoccupations de santé que je n'avais pas entièrement comprises. Peut-être mal représentées. Classique Manon. Mon téléphone a vibré. Antoine. Ta mère t'envoie des emails, a-t-il dit quand j'ai répondu. Je n'ai plus accès à cet email. Elle veut que tu saches que l'opération de ton père est prévue pour la semaine prochaine. La famille a réussi son évaluation psychologique. À peine, j'imagine. Le thérapeute a recommandé une thérapie continue pendant au moins 6 mois. Ta mère n'est pas contente. Je parie qu'elle ne l'est pas. Lily, elle demande aussi si tu viendras à l'opération. Juste pour être là. J'ai éclaté de rire, faisant regarder le barista avec inquiétude. Elle veut que je vienne soutenir la famille qui m'a poussé à fuir la région? Je lui ai dit que c'était peu probable. Bon calcul. Il y a autre chose. La thérapeute a demandé à te parler. Elle pense que ta perspective serait précieuse pour le traitement de ta famille. Ma perspective est qu'ils sont toxiques et que je suis mieux sans eux. Peut-être que c'est exactement ce qu'elle a besoin d'entendre. Ce soir-là, j'ai appelé le docteur Sophie Moreau, la thérapeute familiale. Elle avait une voix chaleureuse avec un léger accent et elle n'a pas perdu de temps en amabilité. Liliane, merci d'avoir appelé. Je travaille avec votre famille depuis 3 semaines maintenant. Comment ça se passe? C'est difficile. Ils sont très résistants à l'examen de leurs propres schémas comportementaux. Ça ressemble à ce que j'attendais. J'ai lu votre lettre. Celle que vous avez laissée pour le docteur Dubois à partager. C'était très éclairant. J'ai essayé d'être honnête. Vous l'avez été. Peut-être plus honnête qu'il n'était préparé à l'entendre. Pouvez-vous me parler de votre décision de partir? Vous voulez dire, en plus du fait qu'il me traitait comme un catalogue de pièces détachées? Le docteur Moreau est resté silencieux un instant. Dans nos séances, votre famille présente un récit très différent. Ils vous décrivent comme quelqu'un qui a toujours été difficile, qui avait du mal à maintenir des relations. Bien sûr qu'ils le font. Mais votre lettre raconte une histoire différente. Les factures médicales que vous avez payées seules en euros. Les événements familiaux auxquels vous avez participé malgré la maladie. Des années d'être ignoré et négligé. Ont-ils nié quoi que ce soit? Ils l'ont reformulé. Votre mère a dit que vous étiez indépendante et ne demandiez pas d'aide. Votre sœur a dit que vous étiez discrète sur vos problèmes de santé. J'ai failli raccrocher. C'était exactement la raison pour laquelle j'étais parti. Liliane, j'ai quelque chose à vous demander. Et je veux que vous soyez complètement honnête. D'accord? D'accord. Croyez-vous que votre père mérite de vivre? La question m'a prise par surprise. Bien sûr que je le crois. Mais vous avez arrangé qu'il reçoive un rein par le programme d'échange à parier,
sachant que cela viendrait avec des conditions qui obligeraient votre famille à suivre une thérapie. Oui. Pourquoi? J'ai fixé la fenêtre du café, regardant les gens passer, vivre leur vie normale. Parce que je voulais qu'ils comprennent ce qu'ils m'avaient fait. Et parce que, peut-être, s'ils recevaient de l'aide, ils pourraient être de meilleures personnes. C'est une façon très généreuse de voir les choses. Ou une façon très vindicative. Peut-être les deux. Liliane, votre famille est en difficulté. L'opération de votre père est la semaine prochaine, mais le travail émotionnel ne fait que commencer. Votre mère a des crises de panique. La carrière de votre sœur s'est essentiellement effondrée. Bien. Est-ce que leur souffrance vous fait du bien? J'y ai réfléchi. Était-ce le cas? Quand je voyais le nombre d'abonnés de Manon chuter, quand Antoine me parlait des crises de panique de maman, me sentais-je satisfaite? Parfois, ai-je admis. C'est honnête. Et normal. Vous avez été blessé pendant très longtemps. J'ai été invisible pendant 28 ans. Vous n'êtes pas invisible maintenant. Non. Je ne le suis pas. Liliane, j'ai une proposition pour vous. J'écoute. Je voudrais que vous écriviez une autre lettre. Pas à votre famille, mais à moi. À propos de ce dont vous avez besoin d'eux pour même envisager d'avoir un quelconque type de relation à l'avenir. Je ne veux pas de relation avec eux. Peut-être pas. Mais vous avez arrangé que votre père reçoive un rein. Vous auriez pu simplement disparaître et le laisser mourir. Vous ne l'avez pas fait. Elle avait raison. Et je détestais qu'elle ait raison. Que adviendra-t-il de la lettre? Je la lirai lors de notre prochaine séance familiale. Laissez-les entendre ce qu'il faudrait pour que vous envisagiez même de leur parler à nouveau. Ils n'accepteront jamais. Peut-être pas. Mais ils pourraient vous surprendre. Après avoir raccroché, je suis resté dans le café jusqu'à la fermeture, réfléchissant à ce que le docteur Moreau avait dit. Le barista, son nom était Thomas, est venu vers moi alors que je rangeais mon ordinateur portable. Ça va? Vous avez l'air de vous débattre avec quelque chose d'important. Ma famille, ai-je dit. C'est compliqué, n'est-ce pas? Pas comme ça. Il s'est assis en face de moi. Envie d'en parler? Et pour la première fois de ma vie, j'ai dit la vérité sur ma famille à un parfait inconnu. Tout. Thomas a écouté sans jugement, posant parfois des questions, n'essayant jamais de tout arranger. Quand j'ai terminé, il a dit: On dirait que tu es la plus saine du lot. Ou la plus vindicative. Peut-être les deux. Mais tu sais quoi? Parfois, les gens ont besoin de conséquences pour changer. Cette nuit-là, j'ai commencé à écrire la deuxième lettre. Celle-ci était plus difficile que la première, parce qu'elle ne concernait pas le passé. Elle concernait l'avenir. Et je n'étais pas sûr de vouloir qu'ils en aient un avec moi dedans. La deuxième lettre m'a pris 4 jours à écrire. J'ai dû recommencer une douzaine de fois, essayant de trouver les bons mots pour ce dont j'avais besoin d'eux. Pas ce que je voulais, ça, c'était fini. Mais ce dont j'avais besoin pour même les considérer comme des êtres humains dignes d'être connus. Le docteur Moreau m'a appelé le matin où elle prévoyait de la lire à ma famille. Vous êtes sûr de ça, Liliane? Une fois que j'aurai lu cette lettre, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Je suis sûr. Elle est assez spécifique et exigeante. Bien. Ils ont eu 28 ans pour comprendre comment me traiter comme une personne. Maintenant, ils ont une feuille de route. Certaines de vos conditions seront très difficiles pour eux. Alors ils devront décider ce qui est plus important, leur fierté ou m'avoir dans leur vie. Cet après-midi-là, Antoine m'a appelé. J'étais au musée d'art de Lyon, essayant de me distraire en regardant des peintures que je ne comprenais pas. Mon Dieu, Lily. Qu'est-ce que tu as mis dans cette lettre? La vérité. Encore. Ta mère est sortie au milieu, s'est juste levée et est partie. Et Manon s'est mise à pleurer. Pas ces pleurs dramatiques habituels, des vrais pleurs. Ton père. Ton père a demandé au thérapeute de la relire. Qu'est-ce qui a spécifiquement fait partir maman? La partie où tu disais qu'elle devait reconnaître à voix haute chaque fois qu'elle avait ignoré tes problèmes de santé, avec des dates et des exemples spécifiques. J'avais passé des heures à parcourir de vieux dossiers médicaux et des journaux, documentant chaque fois que maman avait minimisé mes symptômes, chaque fois qu'elle m'avait fait sentir coupable d'être malade. Et l'exigence d'excuses? C'est là que Manon a craqué.
Elle a dit qu'elle ne pouvait pas s'excuser pour des choses dont elle ne se souvenait pas avoir faites. Donc elle admet qu'elle ne se souvient pas comment elle m'a traité. Plus ou moins. Le thérapeute l'a aussi souligné. J'ai trouvé un banc devant un tableau d'une femme seule dans un champ. Elle semblait paisible, comme si elle avait trouvé quelque chose que le reste du monde cherchait encore. Antoine, qu'est-ce que papa a dit quand ils ont lu la partie sur lui? Il y a eu une longue pause. Il a dit qu'il ne savait pas comment être un père pour toi. Ça m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Au moins, il est honnête. Il a aussi dit qu'il voulait essayer. Si tu le laissais. Vouloir et faire sont deux choses différentes. Je sais. Mais, Lily, je ne l'ai jamais vu comme ça. Il a peur. Peur de mourir. Peur de mourir sans jamais connaître sa fille. 2 jours plus tard, Camille m'a transféré une capture d'écran du dernier post Instagram de Manon. C'était une photo d'elle assise dans ce qui semblait être un cabinet de thérapeute, sans maquillage, les cheveux en chignon désordonnés. La légende disait, je fais une pause des réseaux sociaux pour travailler sur moi-même. J'ai blessé des gens que j'aime et j'ai besoin de comprendre comment être meilleur. Certains d'entre vous ont posé des questions sur ma sœur. Elle a eu raison de partir. J'espère pouvoir un jour mériter l'opportunité de lui dire ça. Les commentaires étaient étonnamment favorables, des gens parlant de leurs propres expériences de thérapie familiale, d'apprendre à prendre ses responsabilités. Thomas m'a trouvé en larmes dans le café ce soir-là. Mauvaise nouvelle? A-t-il demandé en se glissant sur la chaise en face de moi. Je ne sais pas. Peut-être des bonnes nouvelles. Je n'arrive plus à faire la différence. Des trucs de famille. Je lui ai montré le post de Manon. Il l'a lu 2 fois. On dirait du progrès. Ou de la manipulation. Elle est douée pour dire ce que les gens veulent entendre. Peut-être. Mes posters sur la thérapie, ce n'est pas exactement la marque de fabrique d'une influenceuse. Il avait raison. L'image entière de Manon était d'avoir la vie parfaite, la famille parfaite, tout parfait. Admettre qu'elle avait besoin d'aide était un suicide de carrière. Et s'il change vraiment? Ai-je demandé. Et s'il ne change pas? Alors je reste ici et je construis une nouvelle vie. Et s'il change? J'ai fixé la fenêtre, regardant l'horizon de Lyon. Je ne sais pas. Cette nuit-là, le docteur Moreau a rappelé. Votre famille veut répondre à votre lettre. Répondre comment? Ils veulent vous écrire une lettre. Chacun d'eux. Abordant les points spécifiques que vous avez soulevés. Je ne veux pas lire leurs excuses. Pas des excuses. Une responsabilité. J'ai clairement indiqué que toute lettre devait reconnaître ce qu'ils ont fait de mal, pas expliquer pourquoi ils l'ont fait. Quelle est la différence? J'ai ignoré vos problèmes de santé parce que j'étais stressé par l'argent est une excuse. J'ai ignoré vos problèmes de santé et c'était mal est une responsabilité. Et vous pensez qu'ils peuvent faire ça? Votre sœur travaille déjà sur la sienne. Votre père a demandé de l'aide pour écrire la sienne car il dit qu'il ne sait pas comment mettre des sentiments en mots. Votre mère? Laisse-moi deviner. Maman refuse. Elle a du mal avec le concept que ses intentions n'ont pas d'importance si l'impact était nuisible. Classique maman. Liliane, il y a autre chose. L'opération de votre père est demain. Mon estomac s'est noué. Comment va-t-il? Nerveux. Il a demandé si vous veniez. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que vous pensiez à lui? Je le faisais. Pensez-vous à venir? J'ai fermé les yeux. Non. Je ne peux pas. Pas encore. C'est normal. La guérison n'est pas linéaire et elle ne dépend pas de la chronologie de quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, je me suis assise dans le café, rafraîchissant les messages textes d'Antoine. À 11h, opération commencée. À 14h, tout s'est bien passé. Nouveau rein fonctionne parfaitement. À 16h, il est réveillé. Première chose qu'il a dite, est-ce que Liliane va bien? J'ai fixé ce dernier message pendant longtemps. En 28 ans, je ne me souvenais pas que mon père m'ait jamais demandé si j'allais bien. Thomas m'a trouvé là à la fermeture, fixant toujours mon téléphone. Bonne ou mauvaise nouvelle? Bonne nouvelle. L'opération de mon père a réussi. C'est super. Pourquoi tu as l'air de quelqu'un qui est mort? Parce que maintenant je dois décider de la suite. Qu'est-ce que tu veux pour la suite?
J'ai regardé cet homme qui me connaissait à peine mais qui m'avait montré plus de gentillesse en un mois que ma famille en des années. Je veux être d'accord avec tout ce que je choisis. Tu y arrives. Cette nuit-là, j'ai commencé à écrire une troisième lettre. Pas à ma famille, mais à moi-même. Sur la personne que je voulais être maintenant que je n'étais plus défini par leurs attentes ou leur négligence. Pour la première fois de ma vie, j'écrivais ma propre histoire. 6 semaines après l'opération de papa, 3 lettres sont arrivées à ma boîte postale de Lyon. J'ai reconnu l'écriture sur toutes les 3, même les tremblements de papa semblaient familiers. Je les ai apportées au café où Thomas travaillait le quart du matin. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a versé un double expresso. Les lettres de la famille. Ouais. Tu vas les lire? Éventuellement. Je me suis assise à ma table habituelle près de la fenêtre et j'ai fixé les enveloppes. Celle de Manon était épaisse, probablement 10 pages. Celle de papa était mince, peut-être 2 pages. Celle de maman était de taille moyenne, et son écriture semblait différente, moins contrôlée d'une certaine manière. J'ai ouvert celle de papa en premier. Liliane? Je ne sais pas comment écrire ceci. Le docteur Moreau dit que je dois te dire ce que j'ai fait de mal, pas pourquoi je l'ai fait. Alors voilà. Je n'ai jamais été un père pour toi. J'étais dans la maison, mais je n'étais pas présent. Quand tu étais malade, je laissais ça à ta mère. Quand tu avais besoin d'aide, je supposais que quelqu'un d'autre s'en chargerait. Quand tu essayais de me parler, j'agissais comme si tu me dérangeais. Je ne me souviens pas de ton discours de remise de diplôme au lycée. Je ne me souviens pas de ce que tu as étudié à l'université. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai demandé comment tu te sentais. Tu as sauvé ma vie en arrangeant cette donation de reins, mais plus que ça, tu m'as sauvé de mourir sans jamais savoir ce que j'avais perdu. J'ai perdu ma fille parce que je n'ai jamais essayé de la connaître. Je ne peux pas réparer 28 ans. Mais si tu me le permets, j'aimerais essayer d'être ton père maintenant. Même si c'est trop tard. Amour. Papa. PS j'apprends à cuisiner. Maman dit que tu aimes les lasagnes. J'ai dû poser la lettre. Mes mains tremblaient. Thomas est apparu avec une boîte de mouchoirs. Si mauvais? Si bon. Ce qui est en quelque sorte pire. La lettre de Manon était la suivante. Son écriture était plus désordonnée que d'habitude, comme si elle avait pleuré en écrivant. Lily. J'ai commencé cette lettre 50 fois. Le docteur Moreau me fait la réécrire parce que j'essaie toujours d'expliquer au lieu de simplement assumer ce que j'ai fait. Alors voilà ce que j'ai fait. Je t'ai traité comme mon assistante personnelle au lieu de ma sœur. J'ai utilisé ta crise médicale pour du contenu. J'ai ignoré tes peurs concernant l'opération parce qu'elles étaient gênantes pour mon récit. Je t'ai traité d'égoïste alors que tu étais en fait la personne la plus altruiste de notre famille. J'ai tout fait tourner autour de moi, y compris ta douleur. J'ai parcouru mes anciens posts et je le vois maintenant. Chaque photo de famille où tu as l'air mal à l'aise. Chaque mise à jour familiale où je parlais de tout le monde sauf de toi. Chaque fois que je te demandais de m'aider avec quelque chose mais ne demandais jamais comment tu allais. J'ai supprimé mon compte Instagram, non pas à cause des réactions négatives, mais parce que j'ai réalisé que je jouais ma vie au lieu de la vivre. Et je te faisais aussi jouer. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour. Je ne sais pas si je le mérite. Mais je veux que tu saches que je te vois maintenant. Je vois ce que j'ai manqué. Je vois ce que j'ai perdu. Je t'aime. J'aurais dû le dire plus souvent. Manon. PS je suis en thérapie 2 fois par semaine maintenant. Il s'avère que j'ai beaucoup de choses à travailler. La lettre de maman était la plus difficile à lire. Liliane. Le docteur Moreau dit que je dois prendre la responsabilité de mes actes sans les défendre. C'est très difficile pour moi parce que j'ai cru toute ta vie que j'étais une bonne mère. Je n'ai pas été une bonne mère pour toi. Je t'ai rendu responsable de la gestion des émotions de tous les autres tout en ignorant les tiennes. J'ai traité ta maladie comme un inconvénient. Je t'ai fait sentir coupable d'avoir besoin d'aide tout en attendant que tu aides tout le monde sans te plaindre. Quand tu avais 12 ans et que tu as eu cette mauvaise poussée, tu m'as demandé de rester à la maison du travail pour m'occuper de toi. J'ai dit que je ne pouvais pas parce que Manon avait une pièce de théâtre à l'école. Tu ne m'as plus jamais demandé de rester à la maison. Quand tu avais 22 ans et que tu ne pouvais pas payer tes médicaments, tu as vendu ton ordinateur portable pour les payer. Je l'ai découvert des mois plus tard et je n'ai jamais proposé d'aider.
Je me disais que tu apprenais l'indépendance. Quand tu as essayé de me parler de tes peurs avant l'opération, je t'ai traité de dramatique parce que c'était plus facile que d'admettre que j'avais peur aussi. Je t'ai manqué de tous les points de vue possibles pour une mère. Je t'ai rendu invisible dans ta propre famille. Je n'attends pas le pardon. Je veux juste que tu saches que je vois ce que j'ai fait. Et je suis désolé. Maman. Je suis restée assise dans ce café pendant 2 heures, lisant et relisant ces lettres. Thomas continuait de vérifier si j'allais bien, de remplir mon café, sans poser de questions. Finalement, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le docteur Moreau. Liliane? J'espérais que vous appelleriez. Avez-vous reçu les lettres? Oui. Qu'en avez-vous pensé? Je pense qu'ils comprennent enfin. Oui. C'est un processus difficile, mais ils font le travail. Comment va papa? Physiquement? Il va très bien. Le nouveau rein fonctionne parfaitement. Émotionnellement, il est différent. Plus calme. Plus réfléchi. Il demande de vos nouvelles à chaque séance. Et maman? Votre mère a le plus de mal à accepter la responsabilité. Mais elle essaie. Elle a lu des livres sur la négligence émotionnelle, elle assiste à un groupe de soutien pour les parents qui ont endommagé leur relation avec leurs enfants. Et Manon? Manon a fait les changements les plus spectaculaires. Elle s'est complètement retirée des réseaux sociaux. Elle a commencé à faire du bénévolat dans un hôpital local. Elle dit qu'elle veut comprendre ce que c'est que d'aider les gens sans rien recevoir en retour. J'ai regardé par la fenêtre, les gens passant, vivant leur vie normale. Docteur Moreau, que se passe-t-il maintenant? Cela dépend de vous. Ils sont tous déterminés à poursuivre la thérapie, avec ou sans vous. Mais ils aimeraient avoir la chance de vous montrer qu'ils ont changé. Et si je dis non? Alors vous dites non. Vous ne leur devez rien, Liliane. Ni pardon, ni relation, ni même une réponse à ces lettres. Ce soir-là, j'ai appelé Antoine. Comment tu te portes, gamine? Mieux que ce que j'espérais. Pire que ce que j'espérais. Ça sonne juste. Ta famille demande si j'ai eu de tes nouvelles. Qu'est-ce que tu leur dis? Que tu es en sécurité. Et que c'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Antoine, puis-je te demander quelque chose? Toujours. Penses-tu que les gens peuvent vraiment changer? Certaines personnes. Celles qui le veulent suffisamment fort. Penses-tu qu'ils le veulent? Je pense que te perdre les a plus effrayés que l'insuffisance rénale de ton père. Et ça veut dire quelque chose. Je me suis dirigé vers la fenêtre de mon petit appartement et j'ai regardé l'horizon de Lyon. Quelque part dehors, Thomas fermait probablement le café. Ailleurs, ma famille se couchait dans une maison qui semblait différente sans moi. Antoine, j'ai besoin que tu leur donnes un message. Quel est le message? Dis-leur que j'ai reçu leurs lettres. Dis-leur que je suis fier d'eux pour le travail qu'ils font. Et dis-leur que je ne suis pas prête à rentrer à la maison tout de suite. Mais que je ne l'exclus pas pour toujours. C'est un bon message, Lily. Et Antoine, dis à papa que ces lasagnes ont intérêt à être incroyables quand j'y goûterai enfin. Il a ri. Je lui dirai. J'ai raccroché et je me suis assise devant mon ordinateur portable. Pour la première fois depuis des mois, j'ai commencé à écrire. Pas une lettre à ma famille, mais autre chose. Une histoire sur une femme qui a disparu et s'est retrouvée. Une histoire sur le prix de la vengeance et le coût de la liberté. Une histoire sur l'apprentissage que parfois, le meilleur cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un est de lui montrer qui il est vraiment. Même quand ça fait mal. Je l'ai intitulé « Mon père avait besoin d'un rein et j'étais la seule compatible ». Puis j'ai commencé à taper. Ils pourraient survivre sans moi s'ils essayaient, pour une fois. Certaines histoires n'ont pas de fin heureuse. Certaines ont des fins nécessaires. Celle-ci était la mienne.